France là, à Saint-Martin-de-Vésubie en 2016 où on avait fait une bonne équipe avec mon club d'athlètes, on avait réussi à se motiver, on voulait faire le titre de champion de France par équipe, etc. Parce qu'à l'époque, il n'en était pas question individuellement donc on avait fait une bonne équipe de 4, etc. Et le jeudi avant la course, je fais le débile dans mon appart avec mon coloc. En pendant une barre de traction qui tombe, je me casse le coccyx. Ah la vache. Donc, impossible de faire quoi que ce soit. Je vais faire un footing le lendemain, impossible. Je rentre, je fais 10 mètres sur le trottoir, terminé. Et le dimanche, ça allait pas beaucoup mieux. Sauf qu'en fait, c'est moi qui avais un peu motivé toutes les troupes pour faire ça. Une fille qui fait que de l'athlé sur piste, qui était venue faire le trail, etc. Elle fait le déplacement, on avait le coach et tout, c'était trop bien. Donc je prends le départ et là je fais 1 kilomètre et j'ai une douleur, mais enfin, c'était du 10 sur 10 quoi. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, dans un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. Ce petit geste me permet d'apparaître plus haut dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un des athlètes de la team Oka Oneone, vainqueur de la Transvulcanie en 2019 et second de la CCC cette même année. Il est également médecin radiologue et mène de front vie professionnelle en parallèle d'une vie sportive élite couronnée de belles victoires et de superbes performances. Nous parlerons de sa formation et de sa profession de médecin, de l'organisation qu'il doit mettre en place pour pouvoir performer entre garde de nuit, entraînement intensif, mais également de sa vision de la performance, de la gestion du risque en trail, mais aussi de ses plus beaux moments de sportif ou encore de ses ambitions pour l'avenir. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Thibaut Garivier. Ce soir, je suis avec Thibaut Garivier. Salut Thibaut, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast. Salut, merci de l'invitation. Je t'en prie, c'est normal. Thibaut, est-ce que dans un premier temps, comme on le fait habituellement, est-ce que tu pourrais te présenter alors en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Alors, voilà, Thibaut Garivier, donc je viens juste de fêter mes 30 ans, donc je vis à Lyon et je suis depuis peu diplômé en radiologie et donc j'exerce, je suis radiologue et puis voilà, coureur, on va dire à temps un peu plus que partiel. Tu m'étonnes. Alors moi, ce que j'aime bien dans le podcast, c'est commencer par le début. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ? Qui était Thibaut enfant ? Où a-t-il grandi ? Dans quel contexte ? Alors, je suis, comme peu de gens le savent, parce que je viens de Gap, mais en fait, je suis né en Basse-Normandie. D'accord. Donc, j'ai vécu mes 10 premières années là-bas et puis voilà, j'ai toujours fait un petit peu de sport là-bas. On venait en vacances à Gap. Et puis, on a déménagé quand j'avais 10 ans et c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu plus de sport outdoor, on va dire. Donc, avec beaucoup de VTT d'abord, puis beaucoup de ski de fond. Et puis voilà, après, c'est vrai que pour l'entraînement en ski de fond, un petit peu de course à pied en nature déjà à l'époque. Mais bon, c'était quelques séances à l'année, on va dire. Gap, c'est une super ville pour le sport, il me semble. Moi, je connais pas mal parce que je vais beaucoup au ski là-bas. C'est une des villes qui a été élue ville la plus sportive de France, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, exactement. Je crois 2013. Après, c'est vrai que l'avantage par rapport à tout ce que j'ai rencontré depuis que je suis parti de Gap, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il y a le soleil en plus de la montagne. Eh oui. C'est ce qu'on trouve pas dans les Alpes du Nord, par exemple, enfin, ou beaucoup moins, du moins, au moins l'hiver, quoi. C'est clair, c'est clair. Non, c'est une belle ville et je pense qu'ils mettent un fort accent sur le sport et sur le développement par rapport à ce niveau-là. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours scolaire, école, collège, lycée, comment ça s'est passé ? Alors, j'ai fait ma primaire en Normandie et puis après, j'ai fait collège, lycée, tout à Gap. J'étais en section générale.
voilà, j'étais avec mes potes qui étaient avec qui je skiais, qui étaient pas mal en sport-études ski. Donc, j'étais déjà un peu éduqué à la pratique sportive. Voilà, je voyais comment un peu ils évoluaient, comment ils arrivaient à faire les deux. Bon, moi, à l'époque, c'est vrai que j'étais quand même très études, hein. J'ai deux parents profs, donc j'étais quand Ça même, aide. on va dire, sur les bons rails. Et puis, voilà, j'ai découvert assez rapidement en fait que je voulais faire de la médecine. Donc, quelque part, ça m'a toujours un peu, je vais dire un mot un peu péjoratif, mais ça m'a toujours un peu hanté parce que, en fait, tout mon lycée, je pensais à la première année de médecine, au concours de première année, et je savais qu'en fait, en l'occurrence, moi, ce que j'aimais, c'était le sport, mais je savais que je pourrais pas continuer, donc je voulais pas me lancer. Je pratiquais avec beaucoup de passion, mais je m'étais pas, j'ai pas tout mis de ce côté-là à cette époque. Et puis voilà, il est arrivé ce qu'il arriva en première année de médecine où là, ça a été coupure sèche. Et je Forcément. crois que j'ai dû faire peut-être 5 footings en 8 mois, 9 mois. Donc là, Alors, ça a été un. j'aimerais que tu reviennes plus précisément sur ce qui t'a donné envie de devenir médecin. C'est quoi? Parce que on dit souvent que les médecins sont souvent des enfants de médecins, ce qui est, je pense, le cas. Toi, c'est quoi qui t'a donné cette envie-là? Eh ben, c'est le père d'un de mes bons amis à Gap, chez qui j'avais fait un stage, le petit stage en troisième là. Donc j'avais été à la clinique, il était anesthésiste et je l'avais suivi. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours passionné. Il est passionnant, il adore son métier et il m'a transmis vraiment cette passion. Ça m'a vraiment interpellé au début. Et puis bon, je savais pas ce que je voulais faire. J'étais en seconde. Euh, et, et donc voilà, au début j'étais parti pour je voulais faire de la réanimation, en sachant que l'anesthésie ça me plairait plus tard, que ce serait difficile de faire de la réa toute ma vie. Et donc je suis parti avec cette idée en médecine, quoi. Première année de fac de médecine, c'est, d'après ce qu'on dit, la plus compliquée. Tu peux nous faire un petit retour sur cette année plus spécifiquement? Bon, pour moi, enfin, ça a été peut-être la deuxième plus compliquée après la sixième. D'accord. Au final, on dit que c'est la plus compliquée, mais c'est pour cacher, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi, un peu. Et ça, je pense que les gens qui ont passé le concours, s'ils écoutent, ils savent bien de quoi je parle. Bon, c'est extrême, enfin, c'est beaucoup de travail, mais comme je pense dans pas mal d'études où c'est un concours. Moi, j'étais à Marseille, donc en gros, c'était 9%, 9,5% fallait être dans les 9,5% les premiers au concours. Donc bon, moi j'ai pris ça un peu comme une course. Là pour le coup, j'ai vraiment tout mis dedans. Pas de Noël, pas de jour de l'an, bien sûr. Rien, aucun contact. Là j'avais plus trop de potes, plus rien. Ouais. Donc voilà, c'est investissement là pour le coup. Je pense, ouais. Par contre, la période de ma vie où je me suis le plus investi dans quelque chose. Voilà, ça c'est sûr. Après c'est plus court que ce qui vient ensuite. Donc moi en plus je changeais de ville, je suis arrivé à Marseille. Ce que je trouve, ce que je dis toujours, c'est que ce qui est vraiment difficile dans ce concours, c'est peut-être un concours de ce niveau-là qui est passé le plus tôt parce que les concours d'école d'ingé, etc. C'est un peu Tout plus ce qui tard. peut être comparé. En fait, c'est difficile de passer un concours, je pense, à 18 ans parce que faut s'occuper des factures EDF, faut s'occuper des factures de téléphone, faut s'occuper de l'appartement, de ci, de ça. Et tout est nouveau, tout arrive ensemble et voilà, faut savoir se canaliser, faut savoir. Donc moi, je trouve que c'est cet aspect-là, le fait que ça arrive à 18 ans, qui fait que c'est bon en plus bien sûr du travail que ça demande. 10% de sélectionnés pour passer à la deuxième année, c'est ça ce que tu dis? Ouais, c'est ça. Bah, on était un peu plus de 3000 et il y avait 330 places, quoi. Et après, en fonction des résultats que tu as sur la première année, tu choisis ta spécialisation. Non, alors après, c'est 6 ans de tronc commun. Là, vraiment, tout le monde fait la même chose. Et à la fin de la sixième année, il y a un concours qui est national. Tous les étudiants de sixième année de France, D'accord. on passe le même concours. Et là, on est 8500. Et là, en fonction du classement, là, tout le monde est reçu au concours. Il y a pas d'échec, mais c'est un classement. Donc, le premier, il fait la spécialité qu'il veut dans la ville où il veut.
et jusqu'au dernier qui a ce qui reste. Qui est-ce qui reste? D'accord. Et donc, Euh, on va pas rentrer trop dans le détail des 5 années qui ont suivi la première, mais tu nous disais que la 6e année, c'était la plus dure. En quoi c'est la plus dure? C'est justement pour la préparation de ce nouveau concours, en fait? En fait, voilà, après, les choix se font pas mal. Moi, j'avais choisi de faire. J'ai découvert la radiologie au milieu et il se trouvait que le moment où j'ai passé le concours, c'était une des, on va dire, des deux, trois spécialités les plus difficiles à avoir à ce moment-là. Et puis, je voulais aller à Lyon. Donc, en gros, il fallait vraiment taper le top du classement. Donc, là, ça a été 2 ans, 2 ans, enfin 3 ans de travail, 2 ans de beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, pas d'été, etc. Là, ça a été vraiment dur parce que c'était vraiment beaucoup plus long. Bon, les connaissances, c'est beaucoup plus qu'en première année. Et puis voilà, il y avait voilà. Après, bon, moi, je voulais faire une spé qui était assez, Rechercher? assez demandé. Ça Donc s'est voilà, demandé. c'était un choix. Après, sinon, j'aurais fait autre chose aussi. Mais bon, voilà, a posteriori, je regrette pas du tout ces années investies. Où là encore, il s'est pas passé grand-chose d'autre dans ma vie, mais Ouais, mais c'était tu as un bon construit ton investi. avenir. Voilà, exactement. Et donc, 6e année, alors pourquoi la radiologie déjà? Ah bah alors la radio, j'ai découvert en 4-5e année, en passant en stage à l'hôpital. En fait, c'est presque un des seuls stages où je suis passé où j'ai trouvé une bonne entente et une bonne ambiance dans le service. Voilà, j'étais passé à Marseille en l'occurrence. C'était agréable, je m'y étais senti bien, c'était intéressant et puis c'est très ubiquiste comme spécialité et je voyais vraiment une solution pérenne contre l'ennui. Je veux dire, je, je pense que jusqu'à 65 ans, enfin, jusqu'à la retraite, je pense que c'est un métier où c'est pas possible de s'ennuyer. La technique évolue énormément, voilà, l'évolution des technologies, maintenant l'intelligence artificielle. Voilà, bon, ça, c'est tout cet aspect évolutif du métier est très ubiquiste de la spécialité dans toutes les surspécialisations qui font qu'en fait, voilà, bon, ça fait partie des spécialités un peu, des omni-spécialités en médecine avec peut-être médecine générale, puis effectivement la réanimation, et puis voilà, D'accord. Et donc ensuite, tu rentres en internat. C'est à partir de quelle année l'internat? Je t'avoue que je suis pas très au fait alors de tout ce parcours-là. Est-ce que tu peux nous en dire l'in- plus? l'internat, du coup, moi, je suis rentré en 7e année. Donc là, j'ai déménagé. Après mes 5 ans à Marseille, j'ai déménagé à Lyon D'accord? pour 5 ans. Donc l'internat de radio, voilà, c'est 5 ans. Donc je savais que j'aurais 10 semestres à faire dans la subdivision du CHU de Lyon. Donc au début, j'ai commencé à Annemasse pendant 6 mois. Et puis après, je me suis rapproché de Lyon. Puis j'ai fait voilà mes 10 stages coup sur coup à Lyon et pour finir à passer ma thèse en novembre là 2019. Donc qui a terminé l'internat à la fin de la 11e année. Est-ce que tu peux nous parler de cette thèse? Donc déjà, comment tu l'as construit? Tu l'as construit, j'imagine, sur plusieurs années. Déjà, tu as choisi quel sujet et comment s'est passée la présentation de cette thèse? Est-ce que tu peux nous situer le contexte? Alors, ouais, ça a été un travail sur un peu plus d'1 an et demi. Euh, le sujet, c'est globalement sur des nouveaux traitements anticancéreux, des nouvelles thérapeutiques anticancéreuses qui utilisent en fait le système immunitaire pour combattre le cancer. Donc voilà, c'était sur un peu des réactions paradoxales qui sont nouvelles dans les cancers ORL très spécifiquement parce que moi, je me destine à faire de la radiologie en ORL. D'accord? Donc, c'est un peu une surspécialisation là-dessus. Donc voilà, après, j'ai présenté ça fin novembre et puis donc voilà, après la thèse en médecine, on va dire, une fois que le travail est fait, plutôt une formalité, quoi. Et c'est un oral, c'est ça? Tu te passes devant d'autres médecins? C'est ça, bah, il y a un jury, un président de thèse et puis 3 jurys de thèse. Après, une assemblée avec souvent les proches, les amis. Et, euh, et donc voilà, c'est une soutenance qui dure 1 heure.
avec des questions, et puis un petit pot de thèse à la fin. Et donc c'est à ce moment-là que tu es médecin ou pas encore? Exactement. Ouais, Là, c'est c'est à ce moment-là. médecin thésé, quoi. Médecin thésé. Donc, après tout l'internat, on est considéré comme étant médecin non thésé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains actes, certains médicaments qui ne peuvent pas être prescrits, certains actes qui ne peuvent pas être réalisés. Voilà. Et puis après, c'est aux yeux de la justice surtout que la différence se fait. C'est on n'est enfin, la responsabilité est vraiment est différente. Ouais. Je reviens un peu en arrière, les internes sont un maillon essentiel de notre système hospitalier aujourd'hui. Ça représente quoi? Ah oui, ça représente un peu la chair à canon, les internes. C'est de la main-d'œuvre pas chère, hein. C'est de la main-d'œuvre à 5 euros de l'heure. Puis voilà, après, c'est de la main-d'œuvre pour faire des nuits à 110 euros les 12 heures, de nuits profondes. Voilà, en France, les internes, c'est tout ça. Après, c'est quand même à la base, avant tout, de l'apprentissage professionnel par le compagnonnage, et ça marche, je pense, très bien. Après, par contre, bon, là, je me fais un petit peu le porte-parole de mes collègues. Nous, en fait, en radiologie, on est quand même parmi les mieux lotis. Il faut quand même l'avouer. L'internat est, en tout cas à Lyon, pas forcément des plus compliqués. Et, voilà, j'ai pas mal de collègues dans d'autres spécialités qui notamment, je pense, n'ont pas leur repos de garde, donc font 24 heures de garde, puis encore 10 heures de travail derrière, donc Mhm. enchaînent les 34 heures, 35 heures à l'hôpital. Moi, ça, je l'ai quand même rarement fait. Ou alors c'était plus ou moins volontaire. Donc bien sûr, tout ça c'est pas légal et ça existe tous les jours en France, mais voilà, avant tout, à la base, c'est quand même un apprentissage professionnel par le compagnonnage. Et puis bon, je pense, à peu près la seule façon d'apprendre la médecine, hein, comme disent un petit peu nos pères, quoi. C'est que il y a un moment Il faut mettre les mains dans où le cambouis. exactement. C'est peut-être pas l'expression la plus parfaitement choisie, mais bon, c'est la seule qui m'est venue. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu exerces aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis radiologue au CHU à Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse. Donc ça, c'est mon à temps plein. Après, en plus de ça, je fais des remplacements dans une structure privée de téléradiologie qui est leader en France, là, qui est une entreprise lyonnaise et qui, en fait, fait de l'imagerie d'urgence de nuit, principalement, pour les villes, en fait, où il y a pas de radiologue. Voilà, il y a plus de radiologue, en fait. D'accord. En gros, on va dire, 10 radiologues par nuit pour 70 hôpitaux. Et c'est des hôpitaux voilà, où il n'y a plus de médecins qui veulent faire ou qui peuvent ou qui veulent faire les gardes la nuit parce qu'ils sont plus assez. Donc voilà, un peu ce qu'on appelle les déserts médicaux, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux aussi évoquer la situation, les derniers temps qu'on a traversé tous hein, au niveau mondial par rapport à cette pandémie? Tu l'as vécu toi au niveau dans le milieu hospitalier ou pas? Tu l'as subi? Ouais, alors bah, là où je bosse en ce moment, c'est un peu le temple du Covid en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire que puis même d'ailleurs en France, c'était l'hôpital où il y a eu les premiers cas là, D'accord. des contamines. Donc là, moi, au tout début de l'épidémie, j'étais pas encore au CHU, mais j'étais dans un petit hôpital du centre-ville de Lyon. Nous, bah, ça a été plus difficile, on va dire, mentalement que par la charge de travail, parce que la charge de travail, en tout cas en radiologie, nous, elle a été diminuée. Alors, on fait pas partie des spécialités qui ont été appelées pour être, par exemple, aidées en réanimation, etc., parce que assez vite, on s'est rendu compte que le scanner, permettait le diagnostic. Donc on avait un réel rôle pour le diagnostic précoce, d'autant qu'au tout début, il y avait pas de test. Donc quand il n'y avait pas les tests, on faisait des scanners. On faisait des scanners et le scanner avait 9 fois sur 10 est capable de dire oui ou non il y a de l'infection. Donc c'est même Plus fiable. moins que le test actuel, quoi. Donc nous on a fait quasiment que ça là pendant un mois et demi. Donc c'était beaucoup moins que l'activité actuelle. Euh,
voilà. Après, moi, j'étais confiné les heures où je bossais pas, j'étais confiné dans mon appart à Lyon. Et puis après, quand je suis parti au CHU, voilà, ça commençait à se lever un petit peu, le lever de confinement. Et puis là, ça repart un petit peu dans le sens inverse. Donc, c'est une situation un peu plus intermédiaire en ce moment où on a, on a gardé les patients hospitalisés. On n'a pas vidé l'hôpital comme on a été au mois de mars. Et on essaie de maintenir au maximum l'activité en gardant une capacité d'accueil pour les patients Covid qui sont quand même là en tout cas de plus en plus nombreux ces jours-ci, quoi. Ouais, c'est clair. Ceux qui l'écoutent, l'épisode après coup, on est début octobre et effectivement la crise est en train de repartir, on a un peu l'impression en France. On va pas trop s'attarder sur ce sujet-là. Pour terminer avec le sujet un petit peu professionnel, tu estimes que tu es épanoui dans ton job aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu voulais faire et tu y trouves ce que tu attendais? Ouais, j'y trouve tout. Moi, j'ai besoin d'une activité qui soit challengeante vraiment sur le plan sur la demande, quoi. J'ai besoin d'être sollicité, j'ai besoin voilà, vraiment d'activité, de stress un peu. Donc ça, je le retrouve bien en radiologie parce qu'on a quand même des cadences de travail maintenant qui sont quand même assez élevées. Euh, enfin, voire très élevées en France, par exemple, par rapport aux autres pays, hein. Et puis voilà, bon, après il y a le travail de nuit, c'est toujours pareil, c'est quand on n'y est pas, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Après, c'est vrai que quand on y est, c'est toujours difficile. Et moi, en fait, quasiment à chaque nuit, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et en fait, dès qu'on sort de garde, par exemple, voilà, bon, ça, c'est le point qui est un petit peu plus difficile à gérer. Et puis, ça crée de la fatigue dont on ne rend pas forcément compte, en fait. Mais voilà, bon, beaucoup d'irritabilité, vraiment de la grosse fatigue mentale, quoi. Surtout après là, physiquement, au bout de 5, 6 ans de garde, là, je commence vraiment. Nous, on est une spécialité où on fait énormément de garde en radiologie, donc ça, c'est un point. Voilà. Après, moi, c'est vrai que, en fait, je me dis que tant que le matin, je suis content d'y aller. Après, moi, c'est vrai que j'ai bien pris soin de travailler avec des équipes avec qui je m'entendais bien, des collègues. Voilà, pour moi, ça, c'est primordial, c'est aller être content d'aller retrouver les collègues au boulot. Après, je sais que forcément, ce sera intéressant. Je veux dire, tous les jours, on découvre des trucs, tous les jours, on apprend des choses, tous les jours, on discute avec les collègues. Enfin, je veux dire, je sais pas s'il y a une journée où il n'y a pas quelque chose qui est surprenant, quoi. Donc, ouais, moi, je trouve. Et puis voilà, et puis s'il y a une journée qui est un peu moins surprenante, il y a une cadence de travail qui est bien assez élevée pour faire passer la journée et puis sans s'embêter, quoi. Bon, mais c'est chouette, super. Euh, on va basculer un petit peu dans la partie qui concerne une grosse partie de ta vie également, c'est bon, la partie sport et trail. Mais on va tout d'abord parler de tes premiers moments de sport. Tu en as parlé tout à l'heure légèrement avec le ski, etc. Est-ce que tu peux nous parler de plutôt cette partie où tu as commencé le sport et quelles ont été les sensations? Ouais, en réalité, ce serait mentir de dire que j'ai commencé le sport par le ski parce que j'ai quand même fait de l'équitation quand j'étais jeune, D'accord? jusqu'à mes 10 ans. Donc voilà. Et puis après, bon, c'était en Normandie. Après, j'ai commencé vraiment le sport, on va dire, d'endurance par le ski de fond. D'accord. Euh, À Gap? dans les à Gap, ouais. Donc là, j'avais 13 ans. Bon, on avait un bon petit noyau dur au club de Gap. Euh, et puis euh, et puis voilà, bon, on s'éclatait bien. Après, moi, c'était une pratique qui était quand même vraiment modérée, hein, parce que en gros, c'était le mercredi, le samedi, et puis après, on avait les compètes le dimanche. Bon, il n'y avait rien d'extrême, hein, mais bon, voilà, beaucoup de plaisir l'hiver. Et puis voilà, une bonne cohésion de groupe. C'est un sport qui est très difficile. C'est se lever à 5h30, aller quand même skier parfois par -10, -12, -15, -16. Voilà, donc je pense que ça fait quand même du bien. Ça remet un peu les idées en place le dimanche matin à 6 heures quand il fait ces températures. Et puis voilà, ouais, là pour le coup, j'ai vraiment trouvé une dynamique de groupe qui était exceptionnelle, hein.
Et puis avec des potes que j'ai gardés encore aujourd'hui et qui sont devenus pour le coup des sportifs de haut niveau dans plein d'autres sports, en ski, en vélo, en ski alpi. Donc voilà, ça c'était une belle découverte du sport nature. Et puis à côté de ça, l'été, on faisait beaucoup de VTT et donc toujours avec ce même groupe. Et donc on partait à 3-4, on a fait quelques raids multisports. Et là, j'allais dire, c'était au moins presque aussi bien que l'hiver, quoi. Euh, et du coup, voilà, beaucoup de VTT. Ça c'était bien sympa. On partait plusieurs jours. Et Donc, puis, passionné de sport de manière générale. Alors, j'ai lu en préparant l'interview que tu avais trois rêves. Bon, c'était faire l'UTMB, faire l'Ambreman et participer à une manche du circuit mondial de raid multisport. On voit que tu es quelqu'un de passionné de sport avec un grand S. ouais, ouais, bah, c'est vrai, t'as bien cherché parce que je sais plus où j'avais dit ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais dit un peu à mes parents quand j'étais petit, quoi. Je devais avoir, bah là, c'était pendant les années ski de fond, quoi. C'est vraiment des choses qui me faisaient rêver. Et bon, pour l'instant, bon, je me suis donné toute ma vie hein, pour faire ça quand même. J'ai pas voulu mettre la charrue avant les bœufs, mais donc j'ai fait Embrun, l'Embrunman là, parce que bon là-bas à Gap c'est quand même le truc mythique et puis ça me semble quand même être la chose la plus accessible pour voilà ouais je pense que c'est le plus accessible tout simplement quoi. Tu peux quand même décrire pour ceux qui connaissent pas ce que c'est l'Ambreman. L'Embrunman c'est un Ironman qui se situe à Embrun qui fait donc 3,8 km en natation, après il y a 187 km en vélo avec les cols d'Izoard et puis après un marathon à pied avec un petit peu de dénivelé aussi. Donc bon globalement ça se gagne aux alentours des 10 heures, quoi, un petit peu moins de 10 heures. D'accord. Et donc tu as un passé de triathlète ou c'était juste pour le défi que tu t'es entraîné pour? Ouais, c'est bon, là vraiment juste pour le défi. J'avais fait un peu de natation jeune, donc je me débrouille à peu près dans l'eau, donc c'est rien d'exceptionnel, mais je me noie pas. Et et puis après, bon, en vélo, bon moi le vélo c'est presque je pense que c'est presque le sport que je préfère, donc voilà. Donc après c'est pas forcément un sport que j'ai travaillé beaucoup parce que ça prend trop de temps. Voilà, et puis bon, la course à pied, à l'époque, quand j'ai fait ça, j'étais pas encore en course à pied. Voilà, bon, j'avais pas le niveau que j'ai maintenant, et puis c'était clairement plutôt mon point faible, c'était plutôt la course à pied, je pense. En tout D'accord. cas, dans la pratique de l'Ironman, hein, sur quelque chose de très long comme ça, c'était clairement le point noir. Et ça s'est bien vérifié parce que ça a été sacrément dur dans les 5-6 derniers kilomètres où vraiment bon, j'ai fini carbonisé, quoi. D'accord. Donc voilà, mais une belle expérience et puis voilà, en fait une première épreuve longue qui m'a un petit peu voilà, pour moi ça me semblait plus accessible de faire du triathlon pendant enfin ces trois sports sur 11 heures d'effort que d'aller voilà courir pendant 11 heures là où ça me paraissait enfin bon voilà, C'est même pas concevable pour toi. Et est-ce que pour resituer un peu au niveau historique, donc tu disais jusqu'à 10 ans équitation, ensuite ça a été du vélo et du ski de fond, ça a été de quel âge à quel âge, et après c'était quoi les étapes derrière? ouais, vélo, bah, natation aussi, là, je faisais quand j'étais avant 10 ans. Et puis après, bah, ouais, vélo, ski de fond, là, donc jusqu'au lycée. Mhm. VTT, hein, beaucoup D'accord. de VTT. Puis après, bah, après le cut-off, ça a été la médecine. Donc là, j'ai commencé, en fait, c'est là où j'ai pouvais plus faire sport outdoor parce que j'étais à Marseille, centre-ville. Donc, bon, après, il y a eu les soirées médecine, etc. Donc, on était sur du footing de centre-ville, 10 km à 12 km heure, quoi, Ouais, c'est clair. au lendemain de soirée. Donc ça a bien traîné jusqu'en quatrième année au moins, où là, les études ont repris un peu le pas sur les soirées. Et donc, il y a une hygiène de vie qui permettait un petit peu plus de faire un peu plus de kilomètres à la semaine. Bon, j'étais toujours centre-ville de Marseille, donc toujours très difficile de s'entraîner. Bon, un peu les calanques, mais c'est une région qui, pour le sport, en fait, je pouvais pas faire de vélo là-bas. C'était trop compliqué et ça m'a pas mal manqué. C'est ce que j'ai beaucoup retrouvé à Lyon, c'est la possibilité de faire du vélo de route. Ah, je te coupe, je voudrais m'arrêter sur ça 2 secondes. Pourquoi tu dis que c'était compliqué dans la région de Marseille?
Ah, parce que je trouvais qu'il y avait. Ouais, bon, là, cette réflexion, je l'ai un peu a posteriori en étant à Lyon, mais Lyon, c'est très dynamique et c'est très sportif. Et à Marseille, le problème, c'est qu'il y a personne qui fait du sport. Donc, il y a aucun respect du sportif. Bon, après, là, moi, je parle d'une pratique en centre-ville, hein. Hmm. J'allais sur le Prado et sur la Corniche. C'est à chaque piéton, tu te fais écraser, à chaque passage, les scouts, les machins. Enfin, j'avais l'impression de risquer ma vie à chaque fois que je faisais un footing à Marseille. Non, c'est sûr, Et je te après, l'accorde. en vélo de route, c'est impossible. Les routes, c'est trop fréquenté, c'est tout donné de partout. Ouais, je cherchais un peu les spigouliers, etc. Mais c'était vraiment pas roulable en vélo de route. Et puis bon, il manque la moitié, tout ce côté mer là, qui est pas exploitable, donc ça enlève quand même pas mal. En vélo de route, c'est un peu plus vite fait de tourner en rond. Toujours En VTT, tu peux pas y aller non plus. VTT un peu le Garlaban, etc. Mais c'est vrai que ça demande d'apprendre la voiture, etc. Moi, j'avais pas le temps de prendre la voiture pour aller faire du sport, bah, c'est pas possible. Donc voilà, au départ de l'appart, c'était compliqué, quoi. Et ça, à Lyon, ça l'est vraiment beaucoup moins. Et voilà, notamment pour le vélo de route, en fait, hein, où je me suis pas remis au VTT, mais pour le vélo de route, où je préfère rouler, même maintenant, je préfère rouler à Lyon que dans pas mal d'autres endroits, hein. C'est dans les monts du Lyonnais, notamment. J'en avais déjà un peu parlé, moi je suis pareil, hein, en ce qui concerne le vélo de route, j'estime que dans la région, c'est pas prudent. Voilà. Moi je suis sur la région d'Aix-en-Provence, alors à la rigueur là ça va à peu près, mais comment dire, la région en termes de mentalité s'y prête pas du tout, Ouais. et je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose, sincèrement. Et Ah tu l'as dit, hein, ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est clair. c'est clair. Euh, On va parler de ta rencontre avec le trail. Donc tu en as parlé tout à l'heure un petit peu. C'était quoi dans les calanques, tes premiers moments de trail que tu estimes? Ouais, c'est bien possible, ouais. Quand même dans les Calanques, là, dans le parc au bout là-bas, j'ai perdu le nom, vers l'Escalborelli, là. Donc ouais, ouais, un petit peu dans les Calanques. Et puis bon, après, c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais à Gap, dès que possible, j'allais courir un petit peu dans les montagnes. Tu parlais de Donc Lumini alors, c'est ça, c'est Lumini. exactement, ouais, ouais, ouais. Hmm. Donc voilà. Et puis surtout après, c'est à Gap, hein, donc là, c'est exceptionnel. Donc voilà, le premier trail que j'ai fait d'ailleurs, c'était à Gap, c'était sur la Gap en cime, Mhm. où voilà, sur le grand parcours directement, j'avais pris quand même pas mal de plaisir. Ça a été vraiment dur sur la fin, mais voilà, c'était la petite course enfin la petite course, la course à la maison, et puis où je voulais me tester un petit peu. Donc ça avait un petit peu pris, et puis voilà, après cette époque, j'ai pas trop enchaîné parce que voilà, j'avais toujours un peu les soirées, les études, les machins. Donc, j'ai fait un ou deux trails par an, à droite à gauche, là dans le sud, mais sans plus. Et après, je pense que le vrai départ, ça a été quand j'ai un de mes bons amis qui m'a proposé une place un peu de dernière minute sur le Ventoux. Je pense que c'est en 2016, quelque chose comme ça. 2016. Hmm. Ouais, peut-être 2015 ou 2016, je saurais plus. Et où là, j'ai été allé vraiment un peu mieux préparé. Je crois que j'avais fait dans les 20. Et puis, ouais, j'avais été pour le coup assez content de ma course. Donc, ça avait posé un petit peu. Je m'étais dit, c'est un bon point de départ pour voilà, travailler cette distance-là qui me plaisait, quoi, de 40-50 kilomètres. Je vais revenir un peu sur tes premiers moments de trail. J'imagine qu'à Gap, tu baladais pas mal en montagne. Tu faisais déjà du trail plus petit ou adolescent? Non, après petit, en fait, quand on venait en vacances à Gap, mes parents m'emmenaient beaucoup faire de la marche en montagne, quoi. Je faisais que de la marche, par contre. Marche, refuge, des petits trucs, mais bon, voilà, ça pour le coup, vu que j'avais mes parents profs qui étaient en vacances, on va dire 2 mois de l'été, c'était quand même pas mal de temps. Finalement, on allait souvent 3-4 semaines dans les Hautes-Alpes et on faisait un peu de rando, donc c'était, voilà, je pense que ça a été un bon éveil à la montagne, et qui était assez soft, en tout cas physiquement. Je courais pas, quoi, c'était sûr. Je vois que tu en parles beaucoup, tu en as parlé également tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous citer tes principaux compagnons d'entraînement dont tu parlais tout à l'heure? Et quelle relation tu as avec eux? Euh, alors,
Non, bah, pour le ski de fond, c'était m'entraîner beaucoup avec Tao. Il y a Tao Kéméré qui a fait après de l'équipe de France en ski de fond et puis là qui maintenant a fait un peu de KV et puis il a gagné pas mal de choses et puis en fait après il a gagné l'étape du Tour à vélo donc il s'est rendu compte qu'il était bon à vélo. Puis maintenant il est en élite à vélo donc quasi pro quoi. Voilà. Après, au lycée, j'étais avec Mathéo Jacquemou aussi D'accord. en terminale. Donc, on avait fait on avait fait des raids multisports ensemble, on avait fait des skis de fond. Donc là, on avait partagé pas mal de moments en course à pied, en vélo, en VTT. Donc voilà. Après, c'est vrai que là, maintenant, on s'est tous un petit peu éloignés. Et puis après, mes potes du club de ski de fond, là, j'ai toujours gardé un peu eux, ils sont restés là-bas. À chaque fois que je rentre, je vais rouler avec eux, mais c'est vrai que ils sont dans les Hautes-Alpes, moi à Lyon, je vais rouler avec eux dès que je peux, mais C'est plus je suis compliqué. quand même assez en gap, quoi. Et aujourd'hui, à Gap, tu roules tout seul, tu t'entraînes tout seul, comment ça se passe? À Gap, quand je rentre, je vais souvent avec eux en vélo. Après, à Lyon, en fait, moi, j'ai plusieurs groupes, on va dire. L'hiver, je m'entraîne beaucoup avec le club d'athlétisme d'Entente Sud Lyonnais. J'ai trouvé vraiment un bon groupe, et puis on est une belle bande de potes, donc je fais la saison de cross. On l'a fait tous ensemble. On est une belle équipe de cross et ça permet de passer un peu l'hiver sur du plus rapide. Après, c'est vrai que moi, l'été, je m'entraîne énormément tout seul, hein. C'est 90% du temps tout seul, hein, l'entraînement. Et justement, puisque on parle d'entraînement, est-ce que tu peux nous parler de l'organisation que tu mets en place? Alors, j'imagine que ça ne va pas être toujours la même chose entre tes gardes et tes entraînements. Ouais, alors ça change tous les jours, toutes les semaines en fait, tous les mois, tous les ans. Mais globalement, ce que j'essaie de faire, c'est que je fais, bon, il n'y a pas une semaine sans que je fasse une garde, sauf exception, vacances, etc. Ou gros objectifs notamment où j'essaie d'alléger le planning. Euh, voilà, sinon régulièrement, je fais 2 gardes, parfois 3 gardes, c'est rare, mais ça peut faire 3 gardes par semaine, donc là, c'est quand même des grosses semaines. Après, c'est vrai que le planning sportif va beaucoup s'articuler autour des gardes parce que c'est une faiblesse, mais c'est aussi une force parce que le lendemain, en fait, je travaille pas, donc c'est le seul moment de la semaine quasiment où je peux faire une séance longue, Mhm. donc notamment du vélo. Donc généralement, quand je sors de garde, bon, soit je suis vraiment crevé et là, je vais essayer de dormir peut-être une petite heure ou pour pas ouais, une fois, j'ai pris une voiture un lendemain de garde en vélo, donc ça m'a un peu servi de leçon. Maintenant, j'essaie d'y aller un peu plus reposé. Tu m'étonnes. Et- Mais sinon, voilà. Sinon, j'essaie quand même d'aller rouler directement. Comme ça, je peux faire une sortie de 3 heures, 3, 4 heures éventuellement. Où là, je vais pas forcément chercher les intensités ou la séance difficile, hein, parce que mentalement, c'est trop dur. Mais voilà, ça me permet de faire de l'endurance. Voilà, éventuellement de jouer un peu, mais c'est sans plus. Après, globalement, de toute façon, je cours sinon tous les soirs en rentrant de l'hôpital. Moi, je suis pas trop du matin, donc pas des fois, rarement, très très rarement, mais ça doit m'arriver moins de 10 fois par an. Je vais courir le matin avant d'aller à l'hôpital. Mais ouais, je trouve que ça rajoute de la fatigue en plus de la fatigue de la semaine. Donc, je suis sur un équilibre un peu précaire, comme ça l'a montré récemment avec les blessures que j'ai eues. Donc là, j'essaie et puis à l'avenir faire encore plus attention à ça. Mhm. Donc peut-être même réduire, je pense réduire un peu le calibre d'entraînement pour là, diminuer les blessures parce que Euh, Quand tu prépares un gros objectif, pour toi, c'est quoi une semaine d'entraînement? Alors, mis à part les problématiques organisationnelles, tu répartis comment tes séances entre séances spécifiques et séances longues? Comment tu fais ça? sur la semaine par exemple ou c'est sur la période. Sur une semaine par exemple. Ouais. Oh, bah, la dernière semaine avant l'objectif, il se passe pas grand-chose honnêtement. C'est vraiment très 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 léger. Moi, j'aime bien garder de l'activité jusqu'à un peu au dernier moment, mais c'est très réduit. Mhm. Éventuellement le mercredi, le jeudi, faut faire une séance, mais tout est divisé par 4 ou 5 par rapport à d'habitude.
Et puis voilà, après, non, il n'y a pas forcément pas de grosses séances de seuil ou autre. Il y a pas de descente, il y a pas de descente en trail parce que trop de fatigue musculaire. Mhm. Et puis voilà, après, c'est vrai que moi, vraiment l'équilibre la semaine avant, c'est plus au niveau professionnel que je vais essayer de le trouver plutôt qu'au niveau sportif où là, le boulot est fait et que voilà, après, comme tout le monde, j'aime bien aller courir et faire quelques déblocages la veille, mais voilà, je pense que pour moi, la clé, elle est plus dans la gestion de la semaine à l'hôpital, euh, voilà, pour atteindre l'objectif, quoi. Et une semaine de préparation entre guillemets à bloc, c'est quoi pour toi? Tu répartis comment ta semaine? Alors, bah, une semaine de grosse préparation, c'est bon, c'est quand je pose des vacances et que je fais des stages, en gros. Donc là, voilà, c'est beaucoup de volume, surtout, c'est beaucoup de volume, beaucoup de vélo, avec des intensités dans le volume, forcément. Et puis voilà, se répartir sur la semaine avec forcément, ouais, c'est toujours un petit peu pareil, hein, en début de semaine, plus ce qui va être de la force, etc. Force, endurance de force. En milieu de semaine, c'est un peu des intensités courtes. Et après le seuil, les sorties longues. Mais bon, après globalement, vraiment sur des semaines de charge, il y a peut-être un petit peu moins d'intensité quand même. Donc c'est plus dans la variété des sports que je vais jouer avec le vélo, trail, que- qu'une organisation précise. Bon après c'est sûr que je vais pas faire de la VMA le lundi, quoi. D'accord. Des Et semaines de charge. en termes de pourcentage, tu es entre vélo et course à pied sur ta préparation, tu es à combien? Ça faudrait que je regarde Strava, mais ça doit être en nombre d'heures, peut-être 60-40 Ah pour ouais, le quand même. vélo. C'est assez réparti. Bah moi, le problème c'est qu'en habitant à Lyon, il y a pas de montée. Donc pour être à pied, enfin je veux dire pour faire du trail comme je fais, si tu veux dire sur des efforts longs, moi la force, je suis obligé de la développer à vélo. Hein. C'est comme là, tous les citadins qui s'entraînent en trail, ils retrouvent cet écueil un peu. Donc moi, oui, je fais beaucoup de vélo. En plus, j'ai quand même une tendance à la blessure, alors qui est certaine. Donc c'est bien pour limiter un peu ça. Et puis après, enfin, l'aspect numéro un, c'est quand même que j'adore ça, quoi. Mhm. Eh oui, J'adore c'est les le sorties plaisir avant longues. tout. Enfin, plus c'est long, plus c'est bon, quoi. Un vélo. Est-ce que tu peux revenir sur la période un peu compliquée de 2019? Là, tu en as parlé à plusieurs reprises, ta période où tu as subi, tu as enchaîné pas mal de blessures. Comment tu as vécu cette période-là et comment tu as traité le problème? Ouais, alors en 2019, j'ai eu une belle blessure de surcharge, là, pour le coup. Après la Transvulcania, j'ai enchaîné une course la semaine d'après, 6 jours après, donc ça c'était complètement délirant. Donc bien sûr, j'ai pas coupé. Là, j'ai eu une blessure pendant 2 mois. Donc là, la cause est 100% trouvée. Donc la conséquence, elle est 100% trouvée aussi. C'est limiter ce genre d'enchaînement abusif, on va dire. Et puis voilà, non, cette année là, ça a posé un peu plus de problème parce que là, je suis une très très grosse blessure qui est encore d'une autre dimension, une fracture de fatigue au calcanéum, au talon. C'est ce qui t'a Donc là, empêché d'aller faire le Ventoux, je crois, cette année. ouais, là, ça m'a empêché et ça m'empêche encore d'ailleurs, donc tu vois, depuis le 1er mars. Donc, euh, donc là, par contre, je pense que ça m'a vraiment déclenché une réaction de fond qui est beaucoup plus importante que ça. Ça m'a vraiment tenu éloigné du sport quasiment tout l'été. J'ai fait du vélo, mais même pas comme je voulais. J'ai pas du tout couru depuis février. Donc là, on va dire là, par contre, c'est vraiment catastrophique. Donc il va falloir changer vraiment, là, changer le mode d'entraînement, changer la préparation. Donc c'est pour ça que je parlais je pense là, les années à venir, diminuer la charge, réfléchir différemment avec l'emploi du temps professionnel. Voilà. Après c'est vrai que j'ai un projet professionnellement de réduire un peu la voilure là dans les années à venir, peut-être mettre un petit peu plus de place pour le sport. Et puis voilà, voilà, ben, un petit peu, ce sera un peu la récompense de ces années d'investissement pro. Mhm.
Et je pense que là, en tout cas, ça m'a bien montré que c'était la bonne période pour le faire, je pense. Dans quelle mesure tu estimes que cette blessure-là, notamment de fracture de fatigue, n'est pas liée que au sport, mais est liée à un ensemble qui est peut-être un peu trop important en termes de rythme, non? Ouais, mais bon, moi, j'ai jamais trop voulu l'entendre. C'est non mesurable, je pense, hein, là, Bien surtout sûr. sur une personne. Mais j'ai pas la réponse à la question. Je sais pas. Et oui, c'est clair que ça fait beaucoup. Maintenant, voilà. Après, ouais, après, il y a d'autres aspects aussi à travailler. C'est sûr sur la récup, mais bon, oui, voilà, c'est sûr que là, je pense que la limite là, elle a été passée et il y a plus là, en tout cas cette année, il y avait plus de retour en arrière. Donc, T'en es où aujourd'hui de cette fracture-là? voilà, je suis repos total, pas de vélo, rien. D'accord. Donc là, ouais, j'ai une autre complication par-dessus. Là, voilà, on est sur quand même du long terme. Faudra voir un petit peu. Je pense on est plus sur du printemps 2021 là, en termes de. En tout cas, là, il se passera rien cet hiver, je pense. D'accord. Et pour entrer un petit peu au niveau psychologique, comment tu le vis? Bah, ça a été très très dur. Bon, forcément, dire de suite après la blessure, je pense qu'au début d'année, j'avais, j'avais même par rapport à 2019 où j'ai fait mes meilleures courses, j'avais progressé. Mais bon, je sortais 10, 15, 20% de mieux que sur toutes les séances références que j'avais faites en 2019, notamment avant la Transvulcania, etc. Donc, ouais, c'est toujours le problème, c'est que quand je vois, moi, tant que je vois une progression, je continue, mais sauf qu'en fait, là, c'était devenu délirant, quoi. Donc, en termes de performance, voilà, je pense que j'étais au top. Je sais même pas si je réatteindrais ce niveau de performance, on va dire, mais donc voilà, ça a été dur pendant les mois où j'ai été au repos total. Après, j'ai repris du vélo, donc vélo, ça m'a un peu vidé la tête, mais je pouvais pas trop en faire. Donc là, je crois que c'était même encore plus dur à ce moment-là parce que je pouvais faire du sport, mais pas ce que je voulais. Donc toujours en restreignant. Et puis le mois d'août, je me suis un peu lâché et c'est là où ça a un peu débordé. Donc j'ai fait des sorties longues à vélo, donc jamais de course à pied, hein. Donc et puis là, dès que j'ai recommencé à courir un peu, j'ai fait 7 footing et donc là, ça s'est pas bien passé. Donc ouais, après là, quand j'ai compris que en 2020 je recourrais pas, bizarrement depuis ça va mieux. Mhm. Ça a complètement libéré. Après, c'est vrai que je me suis là cette année beaucoup détaché du sport. Je suis plus du tout aucune actualité. Je suis plus du tout sur les réseaux. Je suis pas les résultats. Je suis plus sur Strava. Je fais plus rien. T'es Et sorti de tout puis ça, là, quoi. ouais, j'ai eu là du coup eu pas mal de temps pour des projets professionnels, m'intéresser à d'autres activités et puis avancer un peu plus dans la vie là, à l'aube des 30 ans. Donc j'ai eu pas mal d'autres satisfactions dans d'autres domaines à côté. Et là, c'est vrai que ça m'a ouvert un peu la porte et puis ça m'a un petit peu animé l'esprit de ce côté-là. Donc c'est vrai que je pense que je verrai peut-être un petit peu l'investissement un peu différemment. Après, c'est vrai que ça enlève pas mon envie de reprendre et voilà, mais il faudra un peu de patience et un peu de modération, quoi. Là, c'est vraiment ce que j'aimerais travailler, on va dire, en 2021. Ça va pas être ni la montée ni la descente à travailler, ça va être la patience et surtout la modération. D'accord. En préparant l'interview, j'ai vu aussi que tu avais dit que les cordonniers étaient les plus mal chaussés, que les médecins étaient euh, les moins prudents, et notamment tes collègues radiologues qui fument pour certains d'entre eux. Comment tu expliques que les médecins sont parfois les moins raisonnables? Wow, pas forcément les moins raisonnables, mais non, vraiment l'expression du cordonnier le plus mal chaussé, je pense, que c'est vraiment valable pour tout le monde. C'est-à-dire Oui. que des fois, voilà, quand c'est son job, son domaine d'expertise, ben parfois on a un peu des œillères et c'est difficile d'avoir un regard sur soi aussi,
Ouais, c'est difficile. La comparaison, je pense, est assez difficile entre les patients et soi-même, quoi. Bien Moi, sûr. c'est un petit peu, en tout cas, ce que j'ai du mal à faire. Mais bon, après, moi, j'ai peut-être aussi un problème. J'ai du mal à admettre que c'est trop de charge, que c'est trop de ceci, cela, de ce que j'entends en fait à longueur de journée de tout le monde. Mais en fait, après aussi, le regard que j'ai par rapport à ça, c'est que je me dis peut-être que j'aurais jamais gagné, par exemple, la Transvulcania en faisant ça, Bien sûr. parce que je me suis fait une déchirure musculaire 8 semaines avant, et si j'avais écouté tout le monde, je serais jamais allé à la Transvulcania, alors que j'étais en forme et que j'ai pu courir, et j'ai gagné, quoi. Donc voilà, après, si j'avais écouté aussi, j'aurais peut-être pas fait la CCC parce que j'ai fait des gardes la semaine avant, parce que je suis fatigué, parce que si, parce que ça, j'arrive, je fais deuxième. Donc après, voilà, c'est sûr que c'est de l'investissement à 100, à 120%, 130%, 150%. Après, moi, je considère que ça a payé. Ah bah oui, Là, clairement. un peu moins. La blessure est vraiment sévère et difficile. Mais moi, en fait, après, tant que je prends du plaisir dans le sport et je prends du plaisir en m'entraînant, je prends du plaisir avec les potes et plus je m'entraîne, plus je prends du plaisir. Et puis voilà. Puis, pour l'instant, plus je m'entraîne, plus je performe aussi. Donc, c'est quand même assez récent que je m'entraîne autant et je pense que je j'ai pas encore atteint le plateau. Donc, mais il va falloir exploiter différemment, je pense, parce que là, c'est effectivement avec le boulot que j'ai, c'est pas possible. De toute façon, voilà, dans le trail maintenant, on s'en rend de plus en plus compte, ça va devenir un sport professionnel à terme. C'est clair. Et je pense que les gens comme moi, ce sera terminé dans très peu de temps. C'est-à-dire que ce sera plus possible. Maintenant, de plus en plus, là, tous les jeunes qui commencent, personne ne travaille. Enfin, je veux dire, ou alors c'est du 35 heures ou voilà, mais Mhm. ça va être bon. Je veux dire, des chefs d'entreprise, des médecins, des trucs c'est pas possible. Le rythme de travail, professionnellement, il faut vraiment avoir un job qui soit mentalement pas trop chargeant ou alors être pro, quoi. Et c'est de plus en plus, hein. Donc là, on a les étudiants, etc. Mais après, il y a aussi pas mal. Moi, je connais plein de gens qui font des demi-activités, ou, voilà, du 15-30 heures par semaine. Et là, oui, par contre, là, ça laisse vraiment le champ à toutes les possibilités. Et puis surtout, à vraiment faire un travail de fond à long terme. Et ça, c'est cool, je trouve, pour le sport, parce que c'est un sport qui le mérite, quoi. Mhm. Cet investissement-là, je pense que c'est c'est bien de voir qu'il faille faire ça pour gagner, quoi. Parce que après, c'est sûr qu'arriver sur un sport et pouvoir gagner en ayant en ayant une profession à côté qui soit bon, c'est un petit peu, je trouve, ouais, C'est dévalorisateur. Si c'était comme ça serait dévalorisateur, quoi. ouais, c'est ça. Après, non, mais ça montre, c'est pas forcément des valoriseurs. Je pense que c'est juste, ça montre une immaturité dans le sport, quoi, surtout du sport. Mhm. Après, je veux dire, par exemple, pour perfer sur un marathon ou en vélo, personne ne se pose la question de savoir s'il y a des médecins qui font 2 gardes par semaine, qui performent sur le Tour de France, quoi, hein. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et toi, aujourd'hui, tu penses réduire la voilure au niveau professionnel pour te concentrer plus sur le sport? Tu en as parlé tout à l'heure. Ça se présenterait comment? Moi, le projet que j'ai, c'est d'aller vivre à Annecy très bientôt Mhm. et de réduire. J'aimerais bien faire en fait 1 ou 2 ans, bon, un peu comme tout le monde, là, travailler 20 heures par semaine, 25 heures. Donc pourquoi pas faire 2 jours par semaine ou autre. Et donc et puis voilà, m'investir dans le sport. Peut-être pas autant que ce que j'ai donné en médecine, mais au moins avoir l'esprit un peu plus cool par rapport à ça. Et puis je pense que après, qui veut aller loin ménage sa monture aussi, hein. C'est sûr. Donc c'est vrai que là, je pense que de 30 ans, on arrive à faire un peu tout de front. Voilà, après 30 ans, ça commence à être les blessures. Après, mentalement, c'est dur, hein, et bon, après, moi, j'ai pas de famille, donc je peux pas parler de ça, hein, mais c'est vrai qu'après, tous ceux qui ont une famille, etc., aussi,
T'avais, c'est encore. t'avais pas réellement choisi tes priorités en fait jusqu'à présent. Ouais, moi, ma priorité, ça a toujours été la médecine. Hein. Pour réussir, enfin, pour faire radiologue en France, enfin, moi, en tout cas, je suis pas surdoué j'aurais pas pu faire le sport, c'est pas possible, quoi. Après, j'aurais pu faire peut-être, voilà, pas de spécialité, de la médecine générale ou autre, mais enfin, moi, pour moi, travailler à l'internat, c'est- c'était pour de la radiologie et c'est pas possible. Enfin, j'en étais pas capable personnellement en temps du sport. Donc ouais, effectivement, tourner les priorités plus vers le sport. Je pense que ce serait une belle récompense de ces dizaines d'années investies une bonne douzaine même investies pour la médecine. Mais écoute, on espère que tu vas pouvoir mettre en place ce futur projet. On va passer sur l'aspect un petit peu plus performance. J'ai vu de nouveau en préparant l'interview, et je remercie nos collègues de la République du Trail, c'est chez eux que tu avais donné l'interview. Tu disais un truc qui m'a frappé. Euh, en trail, il servait à rien de courir à 18 km heure. Est-ce que tu peux développer? J'étais dans le, ouais, ouais, non, mais je le pense toujours, hein, Ah oui, bien j'assume, sûr. en fait, en fait, je parle d'ultra trail, quoi, clairement. Bien sûr. Non, mais dans le contexte ultra, on est d'accord. Ouais, voilà, non, mais parce que là, en ce moment, la mode, c'est de dire, oui, il faut faire de l'athlé jeune, faut commencer par le trail, etc. Donc ça, moi, je suis 100% d'accord déjà. Mhm. Par contre, bon, pour aller gagner un UTMB, je veux dire, personne court à 18 km/h nulle part. Mais, oui, si peut-être en vitesse instantanée, mais il y a pas 5 bornes à 18 km/h. Donc, voilà, après, sur du trail long, oui, tout le monde est capable de courir à 10 km/h en séance. Sur 10 bornes, sur 20 bornes, bien sûr à haut niveau, mais en course, c'est d'abord des courses d'usure et voilà, sur de l'ultra, je pense qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent faire performer. Alors après, la différence, elle est fine. Hein. C'est sûr que je dis pas que ça court pas à 15 km/h, hein, mais bon, entre 15 et 18, il y a une grosse différence. Bien sûr, c'est clair. Non, tout ça, à mon avis, tu voulais dire qu'en gros, c'est pas forcément obligatoire de venir de l'athlé et de la course de vitesse, quoi, pour Ouais, performer. c'est exactement ça. Et même à terme, je veux dire, pour l'ultra, hein, on va dire 80 bornes. Hein, pas c'est sûr que là, pour la course en montagne et pour des trails de 20 km, là, oui, là, il n'y a pas de discussion possible. Il faut faire de la piste. Voilà. Mais oui, pour de l'ultra, non, je pense que moi, je crois beaucoup au pied montagnard et à l'entraînement en montagne. Ouais. Quelle qualité tu souhaiterais améliorer, toi, s'il y en avait une à ressortir? Euh, la raison. T'en as parlé tout à l'heure. Ouais. Ouais, ouais, ce serait pas forcément une qualité physique, là. Ce serait, ouais, pour le coup, non, moi, vraiment, du travail ouais, voilà, être patient, être raisonnable dans la planification, je sais pas, j'ai trop d'envie, mais en fait, je me suis trop bridé aussi, à cause des études, et du coup, forcément, c'est un peu l'explosion, hein. Bien sûr. Moi, ça fait 3, 4 ans que je m'entraîne. Ça fait 2 ans que j'ai un coach. Voilà, c'est dur de se canaliser, quoi. Moi, j'ai pas connu, je suis pas du tout dégoûté du sport, quoi. C'est-à-dire, c'est pas comme si je m'étais entraîné depuis 12 ans et que j'en ai marre. J'ai pas fait de sport-études, de machin. Enfin, je veux dire, je suis encore, je suis avide de sport, d'entraînement, de performance. Je veux dire, les conditions, la pluie, le vent, tout ça, ça m'arrêtera jamais pour aller m'entraîner, quoi. Ah, tu prends vraiment du plaisir à t'entraîner, donc ce que tu souhaiterais améliorer, c'est peut-être être plus canalisé dans l'ensemble de ta pratique, quoi. Et le coach ne t'aide pas à ce niveau-là? Ouais, si, si, mais en fait, il faut écouter le coach. Et c'est le problème, hein. Non, mais donc là, il me suit un petit peu de changement là cette année, enfin pour l'an prochain à venir où je vais être avec Patrick Bringer. Donc c'est aussi un peu cette volonté de changement là. Il faut que je prenne les devants, arriver à me canaliser et puis voilà, écouter les conseils, hein, parce que je les entends, hein, les conseils, hein, mais faut les écouter, faut les mettre en place, hein, parce que je veux dire, les nombres de gens qui ont dit que c'était trop, c'est tout le temps, hein, mais bon après.
La frontière est fine, je pense. De toute façon, déjà, du simple fait d'être un coureur d'ultra ou de trail, déjà, de base, on te dit toujours que c'est trop, déjà. Donc, ça, c'est Ah oui, clair. oui, oui, à fond, mais bon, si j'écoute les gens avec qui je bosse, voilà, dans le milieu médical, je veux dire, faire un footing de 30 bornes, c'est trop. C'est sûr. Donc oui, c'est sûr qu'elle s'entraîner pour faire des perfs sur 100 bornes, c'est 100 bornes en montagne, oui, c'est beaucoup. Ouais. Et puis, Euh, et à mm, contrario, quelle qualité tu penses avoir que les autres n'ont pas ou qui te permet de performer? S'il y en avait une. l'envie, l'envie et la frustration, mais c'est la même chose. C'est l'envie par la frustration de toutes ces années passées derrière un bureau. D'accord. Donc, les deux qualités et défauts sont plutôt des aspects psychologiques, alors. Ouais, 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 des qualités physiques. Je pense que physiquement, j'ai rien d'extraordinaire. Honnêtement, en vitesse, j'ai rien d'extraordinaire. En montée, je suis pas extraordinaire. En descente, je suis pas extraordinaire. J'ai pas, je suis plutôt complet, mais par contre, j'ai aucune qualité physique. Voilà, pour courir à mon niveau, dans les courses que je fais, au niveau en tout cas auquel je suis aujourd'hui, j'ai aucune qualité par rapport au mec avec qui je cours. D'accord. Aucune qualité qui sort du lot, je veux dire, Mhm. voilà, je suis tout à fait lambda, je pense. Peut-être le mental. Un mental plus aguerri que certains. Ouais, en tout cas, j'ai envie, quoi, ça c'est sûr. Mhm. C'est clair. C'est sûr. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'un moment extraordinaire? Alors, j'entends par moment extraordinaire, je suis assez fier du jeu de mots que j'ai inventé. J'ai déposé la marque à l'INPI. C'est Donc bien. pour moi, c'est un moment unique lié au trail. Pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Alors ça c'est un peu compliqué parce que alors moi ça je suis pas très bon. Euh, Non, non, mais en fait, là, quand tu me dis ça, il y a aucun moment qui me dit, enfin, je pense à tous les entraînements, n'importe quand avec tous mes potes, ouais. Après, un moment atypique dont je me souviens, au trail spécifiquement, il y a quand même au championnat de France là, à Saint-Martin-de-Vésubie là, en 2016 où j'étais allé, on avait fait une bonne équipe avec mon club d'athlètes, on avait réussi à se motiver, on voulait faire le titre de champion de France par équipe, etc. Euh, Parce qu'à l'époque il n'en était pas question individuellement donc on avait fait une bonne équipe de quatre, etc. Et le jeudi avant la course, je fais le débile dans mon appart avec mon coloc pendant une barre de traction qui tombe, je me casse le coccyx. Ah, voilà, vache. Donc, impossible de faire quoi que ce soit. Je vais faire un footing le lendemain, impossible. Je rentre, je fais 10 mètres sur le trottoir, terminé. Et le dimanche, ça allait pas beaucoup mieux. Sauf qu'en fait, c'est moi qui avais un peu motivé toutes les troupes pour faire ça. Une fille qui fait que de l'athlé sur piste, qui était venue faire le trail, etc. Elle fait le déplacement, on avait le coach et tout. C'était trop bien. Putain, je ne voyais pas être x4 pour être placé, quoi. Mhm. Donc je prends le départ et là, je fais 1 kilomètre et j'ai une douleur, mais enfin, c'était du 10 sur 10, quoi. D'accord. Et donc, en montée, c'était supportable, mais alors la descente, et j'ai fini, mais bon, alors là, pour le coup, c'est la première fois que j'ai pleuré de douleur, quoi. Ah Et oui. d'ailleurs, ah oui, 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 bah, dans les descentes. Ah, bah, t'es parti Donc avec là, un coccyx fracturé et t'as quand même couru, quoi. ouais, 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 j'ai fait la course, mais dans un état, ben, en fait, tous les ligaments coccygiens qui tiraient mais dans les descentes, c'était abominable. Donc, j'ai fini, je pouvais pas, je marchais dans les descentes. Voilà. J'ai rallié l'arrivée et on a bien sûr pas gagné. Mais, euh, mais voilà, non, ça c'était un moment dont je me souviens parce que je pense que j'ai jamais eu aussi mal en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau souvenir de trail jusqu'à présent? Moi, le plus beau souvenir, j'ai pas peur d'être redondant, mais c'est la Transvolcania, c'est sûr, hein, de l'an dernier, où là, c'est sans discussion possible. Voilà, ma seule grande victoire d'ailleurs. Donc, ouais, super course, voilà, une belle perf.
Et puis voilà, un beau chrono. Tout s'est bien passé, des bonnes sensations, enfin, sur une île au top. Enfin que voilà, une semaine avant au top, avec les potes. Donc, ouais, non, là je pense Tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire? non, 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 non. Au début, non, non, non. Franchement, non. Au début, bah après l'an dernier, j'avais fait troisième, donc bon, Oui, il y avait quand même le- un historique. donc voilà. Et après, j'avais couru 7h40. Moi, je savais que je pouvais courir d'après les prépas, les séances que j'avais faites. Je savais que je pourrais 15-20 minutes de mieux. Mais bon, ça fait du 7h20 et 7h20, je ne peux pas gagner la Transvulcania habituellement. Après, voilà, et c'est sûr, il y a eu combien dit 15 minutes encore en moins qui font que voilà, ça a été un peu l'état de grâce le jour J. Non, non, après, c'est sûr que oui, forcément, je visais le podium. Après, de là à gagner, c'est quand même compliqué. Moi, ouais, j'avais quand même très, très peu de références à ce niveau-là, quoi. Ça a changé quoi pour toi, ça, cette victoire? Ça a changé un peu ma vision de la compétition où, au début, je m'étais dit, ben, c'est bon, j'ai fait une grosse perf internationale. C'était un peu ce que je cherchais, ce que je voulais me prouver, voir si j'étais capable, parce que pendant un peu toute ma vie sportive, notamment au lycée ou autre, on m'a toujours dit, ouais, t'es capable, t'as des bonnes capacités physiques, etc. Mais en fait, vu que j'avais jamais fait le travail, j'en suis toujours resté que aux mecs qui avaient les capacités. Et à côté de moi, tous mes potes qui avaient les capacités et parfois des plus grosses et qui en plus travaillaient, bah, sont devenus champions du monde de ski alpinisme. Et j'en passe et des meilleurs, quoi. Donc, euh, donc voilà, je voulais moi voir jusqu'où je pouvais aller, et ça a été un peu le point d'orgue, je pense, de la préparation, voilà, de ma vision du sport de compétition. Et voilà, après maintenant, c'est vrai que on veut toujours plus, hein. Je me dis que c'est rééditable. Donc, Une fois que tu y as goûté, tu veux que ça recommence. ouais, c'est ça, bien sûr. Non, mais c'est. Puis bon, il y a d'autres choses. Voilà, forcément, allonger un peu la distance, moi, ça m'a toujours plu de faire un petit peu plus long. Voilà, après, si j'arrive à me libérer un peu plus de temps, je tendrai vers ça. Mhm. Et ton pire souvenir? Bon, le pire souvenir en course, Ouais. bah, le pire souvenir en course, c'est à La Réunion en 2018 où j'ai fait le Trail de Bourbon. Alors là, pour le coup, j'avais passé 6 mois, j'avais posé 6 mois j'étais en off pendant 6 mois, j'avais pas pris de stage, donc j'étais en césure, quoi, pendant 6 mois. Donc là, je fais tout bien, je me dis, ouais, c'est cool, je vais pouvoir prendre le temps de m'entraîner, etc. Je passe un mois de vacances à La Réunion, chez mon cousin qui habite là-bas. Je repère le parcours, je m'entraîne. J'avais rien à faire, je faisais que m'entraîner toute la journée, me reposer, m'entraîner, me reposer. Pas de travail, rien, j'étais professionnel pendant un mois. J'arrive le jour de la course, des crocs comme ça. Et en plus, il y avait Davidos qui était recordman, l'épreuve locale, etc. J'étais surmotivé. Euh, et puis, bah, je pars, mais bon, une forme de folie. Et puis, en fait, bah, je pars. Et puis, bah, je pars dans la nuit tout seul. Je me trompe, je me perds, machin, bon, peu importe. Bref, toujours est-il que, au bout d'un moment, je suis arrivé au bout de 12 heures de course, mais dans un état. J'étais satellisé, complètement satellisé. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que je saurais jamais si c'était une déshydratation. Je pouvais plus. Je pouvais plus là. Je vois le noir devant les yeux. J'étais KO, impossible de redescendre. Donc j'ai bâché. J'ai plus 18-20 minutes d'avance, je crois, sur le deuxième. J'ai abandonné. Je pouvais plus. Je me suis allongé sur le goudron. J'ai même pas pu redescendre. On m'a descendu en voiture au ravitaillement suivant. Voilà, ça, je le referai pas. J'irai pas de nouveau aussi loin, je pense. T'as revécu ce genre d'expérience, l'abandon, après ça ou pas? Ou avant? J'ai abandonné, ouais, j'ai abandonné. Qu'est-ce que j'ai abandonné? J'en ai abandonné une autre, je sais plus quoi. Ouais, je crois que j'en ai abandonné deux. Et Euh, comment tu le vis, un abandon? Pas top, hein. Moi, j'aime pas trop ça. Tu m'étonnes. J'aime pas trop ça. Par contre, voilà. Après,
Alors, je concevais pas du tout avant de faire autant de sport et d'avoir atteint un certain niveau. Par contre, c'est vrai que maintenant sur ultra, je peux plus dire, je comprends pas les mecs qui abandonnent. Je veux dire, c'est sûr que je comprends le mec qui abandonne sur un UTMB, mais après je comprends aussi le mec qui continue. Franchement, je trouve que c'est un peu chacun face à ça. Mhm. Moi, tant que je peux continuer, je continue. Après, je veux pas dire, j'ai pas de leçon à donner parce que je veux dire, le jour où j'en sais rien, moi je fais une course, j'ai un objectif après X ou Y, je veux dire, ouais, je conçois de le faire, quoi. Donc ma vision a changé et il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc, C'est clair. mais par contre, ouais, abandonner sur défaillance physique, ouais, là, ça, moi, moralement, c'est compliqué, hein. Là, je rentre chez moi, je veux pas parler à personne, hein. Est-ce que tu pourrais me dire qui tu souhaiterais voir apparaître dans le podcast en rapport avec le trail? Euh, Qui je voudrais, je dirais bien Patrick Bringer. Alors Mhm. ça fait un peu cul et chemise parce que ça va être mon coach à partir de l'an prochain, mais c'est vrai que j'aime bien de l'entendre parler, j'aime bien savoir un peu ce qu'il dit, ses projets. On l'entend plus assez. Il essaie de se faire un peu discret, mais il est toujours très pertinent et il a une sage parole qui est à juste titre reconnue dans le trail et je pense que j'aimerais bien avoir de ses nouvelles. Bah écoute, je vais essayer de le contacter je vais faire tout mon possible pour qu'il soit présent dans un futur épisode. J'ai noté la, la demande. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer? Non, non, là, comme je disais, moi, je suis un peu reculé du milieu du trail en ce moment, donc j'avoue que je prends pas trop de nouvelles, ça, mais bon, j'espère que tout le monde va bien et que voilà, j'ai vu quelques résultats passer à droite à gauche, donc voilà, je félicite tout le monde. Faut tenir bon. Il y aura des courses en 2021. Peut-être que là, cette année, ça va être un peu compliqué pour la fin d'année. Mais bon, tous ceux qui peuvent courir en ayant une pratique raisonnable vis-à-vis du contexte actuel, le fassent. Et puis voilà, l'année prochaine en bonne forme. Et puis toujours motivé avec, j'espère, un petit peu moins d'envie, il faudrait. Message passé. On peut te suivre où, Thibaut? Sur les réseaux, voilà, sur Donc, LinkedIn, Facebook? sur Facebook, hein, la page est toujours vivante, toujours un peu. Elle a pris un coup derrière les oreilles, mais toujours vivante. Et je manquerai pas de mettre quelques actualités dès que ce sera un peu plus passionnant. C'est vrai que je suis pas un très grand communicant. Je trouve que moi, je suis plutôt du côté de ceux qui pensent qu'on entend trop certaines personnes et pas assez d'autres. Mhm. Mais moi, je préfère parler par les performances. Après, bien sûr, il faut respecter les partenaires, les sponsors et voilà, c'est sûr que voilà, donc Facebook, Instagram, c'est les deux réseaux où je suis. Ça ira jamais plus loin, je pense. Et c'est D'accord. déjà beaucoup. Et voilà, c'est aussi l'occasion de remercier notamment Oka qui est mon sponsor principal. Donc, Ok, très bien. On arrive à la dernière partie de l'interview, c'est les questions rapides. Donc je vais te poser des questions rapides. Tu réponds de manière concise, sans argument si possible. ok, Allez, c'est parti. Plat favori après la course. du riz, Boisson favorite après la course. Coca, Gel, bar, les deux ou aucun des deux. bar, Fait maison ou industriel. industriel. Alors tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? Ah, la pluie. Sans hésitation. Tu préfères les racines ou le verglas? Pardon? Les racines ou le verglas? Racine, Courir de nuit ou courir de jour? jour, L'hiver ou l'été? été. Matin, midi ou soir? Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Ouais, mais quand même le matin. Tu préfères le matin? Ouais, ben non, mais pour s'entraîner, non, mais je préfère le matin parce que la journée va venir, quoi. D'accord. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout?
Rien du tout. Tu préfères courir seul ou accompagné? Bon, accompagné quand même. Tu préfères, et la dernière question, tu préfères gagner l'UTMB ou un Ironman? Non, mais je préférerais gagner une grande course de VTT, mais l'UTMB quand même. Allez, l'UTMB. Bon, ben c'est cool, Thibaut, je te remercie énormément pour avoir partagé tout ça avec nous. C'était chouette et j'ai passé un super moment. Merci à toi, merci. Et ben c'est cool. Et puis on souhaite te revoir très bientôt sur les sentiers et sur les courses. Et j'espère qu'ils vont se remettre à apparaître dans le calendrier là parce que ça commence à faire un peu long. Ouais. Et je te souhaite très bonne continuation, que ce soit professionnellement, personnellement et sportivement. Ouais, merci, c'est sympa. Allez, salut Thibaut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité du jour. Et je tenais à le remercier de nouveau pour s'être rendu disponible et avoir partagé avec nous toute son expérience. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP Rien de plus simple, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, et sur ces différents réseaux sociaux, vous aurez un lien qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois et qui vous donne des nouvelles du projet et des futurs invités à venir. Comme vous le savez certainement, le LTP est un projet 100% bénévole, et si vous souhaitez nous soutenir ou encore avoir accès de manière anticipée aux épisodes ou à du contenu exclusif, je vous invite à nous rejoindre sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. Ce soutien me permettra de pouvoir continuer le projet le plus longtemps possible. J'espère donc vous retrouver pour un futur épisode du Let's Try Podcast, et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut